Let's move to Ms. Sadia Slaoui Benani, c'est présidente de la commission entreprise citoyenne à la CGEM. Alors Sadia Slaoui, vous présidez cette commission à la CGEM, vous êtes aussi président du conseil d'administration du Global Compact Network Oracle, et vous dirigez un cabinet conseil qui est celui du cabinet Valiance, l'un des intervenants dans divers secteurs. Donc vous avez une lecture à 360 degrés des différentes industries, des activités économiques, des secteurs dans le public et dans le privé. Vous avez aussi travaillé avec des régions sur leur politique stratégique en mettant en place aussi des lectures intégrant probablement, et vous allez nous le dire, les énergies vertes. Alors, la première question que je serais tenté de vous dire, ou de vous poser, c'est le développement, est-ce aujourd'hui une obligation ou une option? Et deuxièmement, y a-t-il une véritable prise de conscience parmi les entreprises qui font partie de la CGEM de l'importance de cette transformation et de manière un peu plus large, est-ce que la population marocaine aujourd'hui est sensible aux enjeux de la durabilité? Merci beaucoup, bonjour à tous et ravi d'être parmi vous à cette conférence. Alors je voudrais pour répondre à cette question, est-ce que le développement durable est une option ou une obligation? Alors je voudrais qu'on se téléporte tous dans un amphithéâtre d'une université marocaine, ou ailleurs d'ailleurs, et qu'on pose cette question, et qu'on dise est-ce que le développement durable est une option ou une obligation? Je pense que, comme disent les jeunes, ils seraient choqués par cette question, parce qu'ils diraient, est-ce que vous voulez continuer à hypothéquer notre futur au bénéfice de votre présent? C'est ça la question? Donc, pour eux, c'est clairement une obligation. Là, par contre, si on se téléporte ailleurs, qu'on va au Conseil national de l'entreprise de la CGEM, et qu'on pose cette question, est-ce que c'est une option ou est-ce que c'est une obligation? Alors vous allez avoir les industriels qui vont vous dire c'est une obligation, la taxe carbone arrive, il faut qu'on se mette à niveau, etc. Vous allez avoir les entreprises dans les services qui vont vous dire c'est une option, c'est mieux, mais pour l'instant ça marche. Et vous allez avoir les agriculteurs qui vont vous dire mais c'est même pas une question, c'est une réalité, on est dedans là, voilà. Donc finalement c'est une réponse qui est variable en fonction des interlocuteurs qu'on a en face. Donc c'est pour ça que moi j'aimerais changer de logique. Au lieu de se demander si c'est une option ou c'est une obligation, j'ai envie qu'on se dise plutôt que c'est une formidable opportunité. C'est une formidable opportunité, notamment pour les entreprises marocaines. C'est peut-être grâce au développement durable qu'on va enfin industrialiser massivement notre pays. Bon, ça a été beaucoup dit en introduction, mais par exemple, on pensait qu'avec le Covid, on était convaincu qu'on allait connaître un fort mouvement de relocalisation des entreprises qui allaient se rapprocher des marchés et donc se localiser idéalement au Maroc ou ailleurs. Et on s'est rendu compte qu'en fait non, il n'y a pas eu de mouvement du tout. Très très peu de mouvements et que les relocalisations qui se sont faites essentiellement dans les pays émetteurs de l'investissement. Donc peut-être que le développement durable peut être ce game changer qui va faire qu'enfin le Maroc va pouvoir s'industrialiser parce qu'effectivement ça devient un avantage compétitif certain pour l'économie marocaine. Alors effectivement, dans ma deuxième vie, j'ai fait pas mal d'études sectorielles et très souvent quand on voulait développer des nouveaux pans industriels, on disait non, le Maroc on ne pourra pas y aller parce que le coût de l'énergie dans ce secteur est trop important, on ne sera jamais compétitif. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, puisque M. le ministre nous a promis même une énergie moins chère que l'énergie fossile de 20%. Donc on va pouvoir aller vers ces différents secteurs auxquels on a pensé. Donc je pense que le développement durable est le véritable game changer pour le Maroc, qui va faire qu'enfin, toutes ces relocalisations, tous ces investissements et tous les investissements que le Maroc a fait en infrastructure vont enfin devenir gagnantes pour permettre notre développement industriel. Mais la deuxième raison pour laquelle c'est une énorme opportunité, c'est que quand on essaie de s'adapter au développement durable, en fait on développe au sein des entreprises une compétence essentielle dans le monde dans lequel nous vivons, c'est la capacité d'innovation. Nous sommes dans un monde en perpétuel mouvement, un monde qui va très vite et qui va nécessiter énormément d'agilité de la part des entreprises, de la part de nos entreprises. Et développer cette capacité d'innovation, d'adaptation est là aussi un élément absolument déterminant pour nos entreprises, que ce soit dans le secteur, que ce soit dans le domaine du développement durable, que de tous les autres domaines d'ailleurs. Et moi j'aime beaucoup faire en fait le parallèle entre la transition
énergétique ou le développement durable et la transition numérique. C'est vraiment la même logique. De la même manière que les entreprises qui n'ont pas vu cette transition numérique se faire, aujourd'hui sont en train de vivre probablement des moments très difficiles, les entreprises qui ne prennent pas conscience de la transition énergétique et verte vont aussi connaître des temps très très compliqués. Moi j'aime beaucoup donner l'exemple de Kodak. Je pense que dans la salle on connaît tous Kodak, on a l'âge de tous connaître Kodak, les jeunes non, mais Kodak c'était à l'époque à la fois le Apple et le Samsung. On a l'habitude de dire ça, c'était à la fois Apple et Samsung. Samsung parce que très gros et Apple parce que très innovant. Kodak aujourd'hui, je pense que les jeunes ne savent même plus c'est quoi, ni ce qu'ils faisaient. Eh bien, Kodak, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est chez Kodak qu'a été créé le premier appareil numérique. C'était en 1976, parce que c'était une entreprise très innovante. Et lorsque l'ingénieur de Kodak est venu présenter cet appareil numérique à son président, il a rigolé, il a dit « Mais qui va vouloir voir ces photos sur une télé ?» Et il a dit « Rangez-moi cette idée ». D'autant plus que le business model de Kodak était basé sur la pellicule. L'appareil ne rapportait pas d'argent. Ce qui rapportait, c'était la pellicule. Donc, il venait proposer un business model qui était totalement en contradiction avec leur avantage compétitif. Du coup, eh ben, ils n'ont pas lancé l'appareil numérique et on connaît le sort aujourd'hui de Kodak. Donc, je pense que les entreprises qui feront la même chose, la même erreur que Kodak dans la transition numérique, ben, connaîtront le même sort si elles le font pour la transition verte. Donc finalement, la question, est-ce que c'est une obligation ou une option? Moi, je dirais que c'est une formidable opportunité que nous avons l'obligation de considérer. Merci, je pense que la photo est très claire. Madame Sadia, on va continuer avec vous parce que la transition climatique, hein, je pense que le choix est défini, elle implique de gros investissements. Elle implique l'adoption de normes, de réglementations nouvelles et le tout peut impacter, et c'est la grande question, la compétitivité des produits marocains. Alors, Monsieur le ministre nous a rassuré tout à l'heure, avec le prix de l'énergie, c'est une très bonne information à prendre en compte. Il a dit moins 20%, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a entendu. D'accord. Alors, comment inciter aujourd'hui les entreprises à la transition sans mettre en danger leur compétitivité et l'impact aussi de la gestion de la concurrence au moment de cette transformation? C'est une question, je pense que ça a été beaucoup dit en introduction, c'est une question très complexe. Parce qu'en fait, l'enjeu, si on devait résumer en un seul enjeu, c'est comment faire en sorte que le droit de la concurrence incite suffisamment à la transition climatique sans tuer la concurrence. Parce que ça peut aller jusqu'à tuer la concurrence. Alors, il y a des exemples qui ont été donnés. Donc, la transition climatique peut tuer la concurrence si les investissements qui doivent être faits sont tellement importants que seules les grosses entreprises peuvent se les permettre et donc génèrent une concentration de l'offre. Et donc on arrive exactement à tout ce que ne voudrait pas un conseil de la concurrence. La transition climatique, ça peut également, et ça a été largement dit, je ne vais pas m'attarder là-dessus, ça peut être un prétexte pour créer des barrières à l'entrée. Je pense qu'on n'est pas naïf, on le sait tous. Là, on est tous en train de se préparer, pardonnez-moi l'expression, mais comme des dingues à la taxe carbone 2026. Mais en 2026, il y a de fortes chances qu'on nous impose des nouvelles normes et on va continuer à courir comme des hamsters. Mais voilà, donc à un moment, il faut avoir conscience de ça. Même les aides au verdissement peuvent être des subventions cachées. C'est pas je vous aide, j'aide mes entreprises à devenir vertes, mais en réalité, je leur donne des subventions que n'ont pas celles qui ne cherchent pas à l'aide. Donc voilà, je pense que l'équilibre est vraiment difficile. Et puis, quand on parle du développement durable, personnellement, je trouve qu'il y a une dimension qui n'est pas suffisamment mise en avant. On met beaucoup en avant la dimension économique, on met beaucoup la dimension environnementale, mais on oublie un petit peu la dimension sociale. Parce que le développement durable, c'est aussi donner de la dignité aux gens. Et la dignité aux gens, c'est du travail. Et il faut avoir conscience que le développement durable peut être destructeur d'emplois. Et il faut aussi trouver des solutions pour ces gens-là qui vont se retrouver très probablement, de par la transition verte, dans des situations où leur emploi va disparaître. Donc en conclusion, c'est une question qui n'est pas simple, c'est une question qui est très complexe. Et sa résolution va varier d'un secteur à l'autre. Et le Conseil de la concurrence ne peut pas connaître tous les secteurs, tous les enjeux, tous les risques. Et je pense que dans cet environnement-là,
le secteur privé doit jouer un rôle très important aux côtés du Conseil de la concurrence, et je pense que les règles, les normes doivent être faites en collaboration avec les représentants du secteur privé, avec les fédérations qui, elles, connaissent les risques, qui, elles, ont conscience et ont quelques coups d'avance et qui vont permettre de mettre en place un droit de la concurrence qui ne soit pas justement destructeur de la concurrence. Alors, ce droit de la concurrence va certainement intégrer la doctrine de la CGM en matière de labels liés à, je dirais, au développement durable ou à la RSE de manière plus large. Pourriez nous en parler en 30 secondes ? Oui, bien sûr. Alors, la question du développement durable, c'est une question à laquelle la CGM s'intéresse depuis très longtemps. Je pense qu'on a fait une charte de la RSE déjà en 2006 et on a lancé un label de la RSE. Et en fait, on est parti du principe qu'il y avait un gros risque de greenwashing. On en a parlé également. C'est-à-dire, pour moi, le greenwashing, c'est deux choses, c'est deux images. C'est soit un arbre qui cache une forêt, c'est-à-dire je suis extrêmement polluant, etc. Mais je vais mettre en avant 2, 3 belles initiatives que j'ai faites vis-à-vis de l'environnement. Et donc, je parais nickel. Soit c'est justement de l'information mensongère. Je suppose, je donne le sentiment que je suis vert, mais en fait je ne le suis pas. Et donc on a très vite compris qu'en fait le développement durable, c'est une question qui est complètement globale, qui intègre énormément de dimensions. À la fois des dimensions évidemment environnementales, mais pas que. C'est 9, donc il y a 9 axes dans la charte RSE de la CGM. Le respect des droits humains, je le disais tout à l'heure, c'est un élément important du développement durable. Le respect des conditions de travail, bien sûr la protection de l'environnement, la prévention de la corruption, des règles saines de concurrence, etc., etc. Le respect des intérêts des clients, bien évidemment la promotion de la RSE vis-à-vis des fournisseurs et le fait d'avoir un impact positif sur la communauté. Tout ça pour dire que le développement durable, c'est loin d'être du greenwashing, c'est une véritable philosophie, c'est une autre façon de faire du business, c'est la conviction que la performance économique est démultipliée lorsqu'on est responsable. Et donc c'est une action qui généralement émane de la direction générale d'une entreprise et ruisselle à tous les niveaux de l'organisation. Et le développement durable, c'est aussi un chemin. C'est-à-dire qu'on progresse au fur et à mesure. On n'est pas parfait le premier jour, mais on continue à innover, à s'adapter. C'est pour ça que le label RSE de la CGM se redonne tous les 18 mois, puis tous les 3 ans, en fonction des progrès que les entreprises font. Et j'espère qu'avec ce label, on apporte notre contribution au développement durable de notre pays. Vous serez présente à la COP28 ? Non, je ne serai pas présente à la COP28. La CGM ? La CGM, oui, bien sûr. Oui, bien Très sûr. bien. Un seul message. Alors, si j'avais un message à la COP28, ce serait de dire si vous voulez réussir le Green Deal, venez investir au Maroc. Message très clair. La photo est prise, encore une fois. Elle n'est pas de Kodak, mais elle est de Sadia. Merci beaucoup. Une autre femme en charge de